D'abord, je dois remercier les organisateurs de ces journées de m'avoir proposé en tant que discutant de ces deux papiers, parce que je dois dire que je me suis régalé. Les deux textes sont tout à fait excellents et m'ont beaucoup appris. Il est clair d'ailleurs que je vais avoir du mal à aller très loin dans leur lecture, parce qu'ils ont une complexité, en particulier le texte de Glenn Schaeffer sur les questions probabilistes sont tout à fait au-delà de mes connaissances. Je les remercie, mais en même temps, il faut bien dire que ça sera difficile de faire une synthèse entre les deux textes, car ils sont fort différents. Aussi, je vais prendre un ordre d'exposition trivial, c'est de les traiter l'un après l'autre en leur donnant chacun 10 minutes. Je commencerai par le texte de Glenn Schaeffer. Comme il le disait lui-même dans sa présentation, c'est vrai que j'ai été très étonné quand j'ai vu Principe de Cournot. Je me suis dit, tiens, voilà encore une nouvelle chose qui manque à ma culture, parce que je n'en avais jamais entendu parler. Alors, je me précipite sur Internet, je tape Principe de Cournot en français et je trouve aucune référence. Je me dis, première chose, j'ai dû faire une faute d'orthographe quelque part. Non, ça ne marche pas. Ensuite, je tape Cournot's Principle en anglais et, aux surprises, je trouve un texte dans lequel on trouve une dizaine de références au principe de Cournot. Alors je suis enfin content, je vais savoir de quoi il parle, je commence à regarder, et au bout de quelques temps, je m'aperçois que c'est l'article de Glenn Schaeffer et de son co-écrivain. Donc, en effet, c'est pas tout à fait connu. Donc je crois que le point important, au moins aujourd'hui, donc le point important, c'est celui qui a été répété tout à l'heure, c'est qu'il s'agit d'une pensée qui essaye de mettre en rapport le monde abstrait des probabilités et le monde physique et le monde naturel, à partir de cette hypothèse selon laquelle des événements de très faible probabilité ne se produisent pas. Et qui peut avoir en effet plusieurs déclinaisons selon qu'on le traite ainsi ou selon qu'on en traite en quelque sorte la conséquence sur le fait qu'on peut égaler probabilité et fréquence. Donc en effet, on voit que c'est quelque chose qui a un enjeu tout à fait considérable du point de vue de l'épistémologie des probabilités. Alors, quelques questions à ce propos. La première, c'est dans le papier, on fait peu allusion à, disons, toutes les approches modernes statistiques qui résonnent à travers des intervalles de confiance. Donc, d'ordinaire, la question aujourd'hui, n'est-ce pas, la question du jugement de l'adéquation d'un modèle probabiliste à des séries observées se fait à travers des intervalles de confiance. Il me semble au fond que, d'une certaine manière, on n'est pas très loin du principe de Cournot, dans la mesure où l'on pourrait dire que à 1% près, eh bien, au fond, la réalité se conforme au modèle probabiliste. Et donc, je ne sais pas, est-ce que, je suis tout à fait béotien, mais est-ce qu'au fond, l'approche par les intervalles de confiance qui conduisent à se donner un certain nombre en dessous duquel on va considérer qu'au fond, l'erreur est acceptable et donc l'adéquation entre le réel et le modèle probabiliste est assurée, est-ce que c'est très loin du principe de Cournot? Voilà, ce sera ma première question. Le deuxième chose, c'est que j'ai immédiatement pensé au développement que développe Karl Popper à la fin de son texte sur la découverte scientifique, d'ailleurs qui est cité aussi dans le texte, parce qu'en effet, on se dit que c'était là une question que se posait Popper sur l'utilisation des probabilités, la manière dont les énoncés probabilistes pouvaient entrer sous la catégorie d'événements falsifiables. Alors, il y a, Glenn en parle dans son texte. Je voulais juste avoir quelques références peut-être de plus sur ce. Donc, je regarde dans les références à la fin de la logique de la découverte scientifique, et il n'y a pas Cournot dans la logique de la découverte scientifique. Et il semble donc que dans un autre texte, il en est parlé. Donc, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cet rapport à Popper et donc ce rapport, la manière dont Popper essaye de réaliser justement
justement ce pont entre les probabilités et le monde réel, hein. C'est bien sa question pour essayer de savoir comment est-ce qu'on falsifie des énoncés probabilistes. Troisième question, c'est celle des distributions continues. Quand on a des distributions continues, c'est tous les événements qui apparaissent d'une certaine manière qui sont de probabilité nulle. Comment est-ce que on relie le principe de Cournot et les distributions continues? Alors est-ce qu'on pense, on dit que le continu n'existe pas, ou est-ce que ça pose un problème particulier? Alors, deuxième partie, c'est sur l'application à l'efficience des marchés. Alors c'est à nouveau, la première partie était intéressante et la deuxième l'est vraiment encore plus, à partir de ce résultat qui a été donné de Villers sur l'impossibilité, enfin la probabilité faible de gagner énormément sans banqueroute. Ma question... je n'ai pas compris, en fait, là je dois dire, c'est un texte dense qui m'aurait demandé peut-être plus de travail, mais je n'ai pas compris en quoi intervenait le principe de Cournot. Il me semble que la démonstration de Villers sur le fait que la probabilité de gagner beaucoup, c'est-à-dire multipliée par 1 sur epsilon, soit inférieure à epsilon, est en fait un argument qui évidemment ne nécessite en rien le principe de Cournot. C'est simplement un calcul probabiliste. Quel est l'apport, en quoi le principe de Cournot ici doit être mobilisé dans l'interprétation qu'on fait de l'efficience des marchés? Donc ça, je dirais, c'est une question d'éclaircissement. Je n'ai pas compris ici comment le principe de Cournot était mobilisé dans l'efficience, en quoi on avait besoin. Il y a un point qui m'a intéressé aussi, c'est au fond, à la fin du texte, tu cites Kolmogorov, qui dit il y a trois sortes d'événements, les trois sortes de déterminisme, un déterminisme de la certitude, un déterminisme des probabiliste, et puis un autre déterminisme qui serait ni la certitude ni les probabilités, dans lequel il ajoute un terme qui ressemble un peu à certains passages de Keynes, en disant il n'y a pas de probabilité, les probabilités n'existent pas. Et au fond, c'est intéressant ces questions de savoir spontanément, dès lors qu'on a des séries qui varient, on va appliquer un modèle probabiliste. Mais au fond, qu'est-ce qui justifie ou non l'application du modèle probabiliste? Et dans ton texte, tu sembles dire que, au fond, la perspective qui est développée permet de faire l'économie de ça, de dire qu'en fait, on peut néanmoins, ce troisième cas n'existe pas. Et donc, je voulais en savoir un peu plus sur cette question d'évacuer. C'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense très très peu, le fait qu'il y aurait quelque chose qui serait non probabiliste, quoi. Alors que dès que quelque chose bouge et qu'on ne sait pas ce que c'est, on va avoir tendance à lui mettre dessus un schéma probabiliste. Et il devrait quand même avoir quelques raisons de le faire. Enfin, on devrait pouvoir savoir quand est-ce qu'on est dans un schéma probabiliste et pas simplement par défaut l'utiliser dès lors qu'on voit qu'on n'est pas dans de la causalité déterministe simple. Dernier point sur ce texte, je voulais dire que j'étais tout à fait d'accord avec un point là qui est de la théorie des marchés financiers, sur l'idée qui a été d'ailleurs rappelée par le président, qui est l'idée qu'il faut distinguer deux formes d'efficience et que et qu'il y a deux formes d'efficience. Il y a l'efficience qu'on pourrait dire celle qui nous dit que les prix doivent représenter les valeurs intrinsèques ou les valeurs fondamentales. Je pense que c'était l'efficience fondamentale au sens où on l'a défini tout à l'heure. Donc une première efficience qui dit qu'il doit avoir un rapport au prix avec les valeurs fondamentales, une première efficience, et une deuxième efficience qui dit on ne peut pas gagner plus d'argent en moyenne. Enfin, on ne peut pas avoir de rendements anormaux dans un sens qu'il faudrait définir sur les marchés. Donc, je crois qu'en effet, il faut bien distinguer ces deux références, et les citations que donne Klein du débat entre Malkiel et Shiller dans le Journal of Economic Perspective est tout à fait claire. Malkiel pense à une efficience
finance dans lequel on ne peut pas gagner plus que le rendement moyen, mais ça autorise tout à fait la présence de bulles. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir des mouvements et si on peut les définir, de grandes amplitudes. Et Shiller, lui, met l'accent au contraire sur le fait que les prix ne correspondent pas aux vraies valeurs pour autant qu'on puisse les définir. Donc je crois qu'en effet, il faut distinguer ces deux définitions. Elles ont chacune beaucoup d'intérêt pour l'économiste parce que on a tendance à combattre celle qui nous dit que les prix représentent les vraies valeurs. Il faut bien voir que les propriétés d'efficience allocative générale de la finance sont liées à cette idée que les prix représentent les bonnes valeurs. Donc le fait qu'il n'ait pas d'efficience dans ce sens-là, il ne faut pas penser que c'est simplement, on peut s'en passer. Non, ça a des effets économiques importants puisque ça peut conduire à des allocations qui ne soient pas Pareto efficaces. Donc même ces définitions de l'efficience-là a de l'importance. Mais je pense en effet, comme j'ai cru le comprendre, Glenn, qu'on doit la repousser, mais par contre, on peut conserver l'autre. Par exemple, dans mon approche conventionnaliste, puisque tu en as dit quelques mots, je distingue bien les deux. C'est bien la question du rapport avec les valeurs fondamentales que je mets en cause, plus que la question du rapport au rendement moyen. Enfin, c'est même tout à fait ça. Donc voilà quelques questions. Pour le texte de Bernard Walliser sur les modèles, alors là aussi c'est un texte qui est difficile dans la mesure où c'est un texte extrêmement synthétique et exhaustif. Donc ce qu'il nous propose, c'est une description qui m'a semblé parfaitement complète de ce que sont les modèles économiques et la manière dont on les utilise. Donc avec à la fois les contre et les pour. Donc c'est quelque chose de tellement exhaustif que je ne vois pas vraiment de fait. On ne peut pas lui opposer des faits. C'est pas comme ça qu'on doit prendre cette analyse. Je trouve l'intérêt de ce texte en particulier, c'est, comme il le dit en conclusion, d'essayer de développer peut-être plus qu'on ne le fait maintenant, une épistémologie spécifique de la modélisation. Je crois avec lui qu'en effet, ça peut être tout à fait important dans notre travail et en général dans l'épistémologie de l'économie. Je ferai plusieurs remarques. Il me semble que, à mon sens, dans l'ensemble des fonctions, la deuxième fonction, la fonction syllogistique, me paraît une des plus importantes. En quoi? Parce que c'est celle qui essaye de produire des modèles d'intelligibilité. C'est celle qui se donne des faits et qui essaye de les analyser à partir d'hypothèses. Donc, c'est une fonction extrêmement importante puisque c'est celle, on pourrait dire, qui est le plus proche de la question de l'intelligibilité de la nature, enfin de l'économie, et donc je la mettrai un peu en avant. Il me semble que le faire tourner les modèles, qui est le mot d'ordre qui est associé à la fonction syllogistique, a un petit problème dans la mesure où il peut faire penser à faire tourner au sens informatique, et ce qui donne une mauvaise idée, parce qu'il s'agit, je pense que ce qu'a en tête Bernard, c'est faire tourner au sens conceptuel. On fait tourner des relations, on les articule, et pas au sens de faire tourner le modèle. J'ai trouvé que là, il faudrait peut-être trouver autre chose. Même le terme de tractabilité me paraît pas définir exactement la fonction par excellence le but de la fonction syllogistique, qui est plutôt, à mon sens, l'explication. Donc l'intelligibilité, j'aurais mis l'explication d'ailleurs à certains endroits, tu parles de ça. Il me semble aussi, pour aller dans ton sens, qu'il y a là quelque chose qui est vraiment important à l'économie, dans la mesure où elle permet des énoncés clairs, elle permet de la transmissibilité et elle permet de l'accumulation. Donc c'est des fonctions que tu mets en avant. Il me semble qu'en effet c'est quelque chose qui est très important, quelque chose qui est tout à fait précieux dans notre discipline. On sait tous à peu près pourquoi on est d'accord ou pourquoi on n'est pas d'accord.
parce que les modèles permettent ça, permettent de bien savoir quelles sont les hypothèses, quel sens des mots, etc. Donc il y a là, moi qui ne suis pas toujours, je dirais, tendre avec les économistes, je dois dire que c'est quelque chose qui est très agréable en économie, c'est que on ne se paye pas de mots et on sait assez facilement de quoi on parle et sur quoi on peut être en accord ou en désaccord. Donc il y a là une fonction qui est en effet précieuse dans le débat théorique. Alors évidemment, elle donne lieu, me semble-t-il, à deux dérives que tu cites aussi, qui est celle du formalisme, c'est-à-dire d'une dérive qui perd de vue les faits pour s'enfermer dans la modélisation elle-même, hein, qui fait d'ailleurs que beaucoup de gens qui ont des compétences spécifiques en modélisation peuvent se penser tout de suite économistes et même y réussir. Donc on voit bien que cette dérive, elle est présente. Il y a une technicité propre qui peut faire, qui joue et donc qui montre qu'on n'est pas, l'économie est tout à fait sensible à ça, et peut-être aussi un certain conformisme dans la mesure où on va souvent partir d'un modèle, changer quelques hypothèses, etc. Donc ça peut donner lieu à divers dérives, mais je crois que dans l'ensemble, on a là un outil précieux parce que je ne vois pas d'autre méthode que de saisir des situations d'interaction complexes qui sont celles qu'on étudie, et on ne peut pas le faire, je crois que cet argument souvent cité, mais celui-là me paraît bon, on ne peut pas le faire d'un point de vue littéraire. Donc il y a là une nécessité de cet outil. Quelques questions à nouveau. En fait, tu parles de modèles, mais je pense que tu parles essentiellement des modèles mathématiques que j'opposerais aux modèles formels. Alors peut-être si je me trompe pas, il me semble que je ne me trompe pas, puisque dans ta conclusion, tu dis c'est suivre le raisonnement par d'autres moyens. Donc ce qui prouve bien qu'il y a deux formes de raisonnement. Et donc le raisonnement formel, disons, est d'une part, et là il s'agit de raisonnement mathématique. Il faudrait peut-être le dire plus nettement, parce que le terme modèle, évidemment, lui est ambigu et on peut penser au modèle formel en général. Là il s'agit spécifiquement, j'espère ne pas me tromper, des questions de modèles mathématiques. La question, mais là, elle dépasse, si tu veux, évidemment le cadre de l'exposé, c'est le rapport à la théorie. Est-ce que, et c'est d'ailleurs très bien, je trouve d'une certaine manière, c'est que tu as évité cette question en te centrant sur ce que tu voulais faire, c'est-à-dire une épistémologie des modèles. Donc la question du rapport à la théorie et aux théories n'apparaît que de manière allusive. Pourtant, c'est vraiment une question évidemment importante d'un point de vue général si l'on veut comprendre la modélisation. On aurait deux points, soit les modèles dérivent de théories. Alors donc, dans quel langage sont-elles écrites, ces théories, puisque c'est des modèles mathématiques, tu le dis toi-même à plein d'endroits, il y a plein d'endroits où tu le cites, ou alors est-ce que les modèles sont la théorie et elle seule Je crois que c'est c'est la première branche de l'alternative qui est la bonne, c'est-à-dire qu'il y a une théorie avant les modèles. Mais alors, comment est-ce qu'elles sont articulées Tu montres toi-même que c'est difficile. Tu parles à un moment donné, tu as un terme de épistémologie hybride en particulier, qui me semble d'ailleurs quand même assez poser de problème. Hybride au sens où il y aurait à la fois des termes normatifs et des termes positifs. Je crois que c'est un problème pour l'économie, en effet, de manier passer souvent du normatif au descriptif sans jamais le montrer. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire à la limite, proposition que je propose à la réflexion, que les modèles, à la limite, est-ce qu'ils sont qu'un langage, c'est-à-dire au sens où ils pourraient se plier à n'importe quelle théorie? Est-ce que le fait en quoi les modèles contraignent la théorie, c'est une question. Moi, quelquefois, j'ai l'impression qu'en effet, avec les modèles, on pourrait dire tout, d'une certaine manière. Et aussi, la question, c'est quelle est la spécificité? Tu es revenu, mais ça demanderait à nouveau une réflexion. C'est quelle est la spécificité de l'économie? Pourquoi est-ce qu'elle se modélise si naturellement, je dirais? Alors, est-ce que c'est une nature conventionnelle? Et c'est parce qu'il y a eu toute l'histoire qui fait qu'on considère que c'est naturel, mais il n'y a rien de naturel. Tu donnes beaucoup de raisons.
je crois que l'idée peut-être que j'avancerais, c'est plus loin que, évidemment, les prix, les quantités échangées qui sont naturellement mesurables. C'est qu'il y a un espace au départ de commensurabilité qui est donné, qui est dans l'utilité et l'intérêt. Donc il y a quelque part, en quelque sorte, une espèce de forme quasi naturelle de nombre qui serait naturel entre guillemets, hein, là, parce que pour le coup, ça poserait problème, qui serait autour de l'utilité et de l'intérêt. Alors, ce qu'on voit bien, c'est que quand on met une pluralité de principes d'évaluation, comme par exemple on voit dans la théorie des conventions et des cités chez Boltanski et Thévenot, là on voit que ça pose un problème, parce que s'il y a une multiplicité, et c'est peut-être une des raisons pour lesquelles l'économie se modélise plus facilement, c'est qu'elle est dans l'homogène un peu. Il y a quelque part une donnée homogène, on n'est que dans un principe d'évaluation qu'eux ils appelleraient marchand. Sinon, s'il y a une pluralité, ça devient peut-être plus difficile. Voilà, et c'est peut-être pour ça qu'on a cette modélisation de l'économie. Voilà, c'était mes questions.